Bonjour tout le monde et bienvenue au 40e épisode du Spotlight Carrosserie. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de prendre un moment pour dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont passées sur le podcast et qui ont généreusement partagé leur parcours, leur passion et leur réalité. Merci aussi à celles et ceux qui nous écoutent épisode après épisode. Votre fidélité fait toute la différence. Un énorme merci également à mes commanditaires qui supportent financièrement le podcast. C'est vraiment grâce à vous si ce projet-là peut continuer d'exister et de grandir. Quand on regarde les résultats, on peut être fier. Pour un podcast très niché, centré sur la carrosserie et les humains qui gravitent autour de cette industrie, on réussit à créer quelque chose de fort, d'authentique et de rassembleur. Ici, on met en lumière des gens passionnés, des histoires vraies et une industrie qui mérite d'être entendue. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à l'infolette et au magazine L'Autosphère afin de suivre toute l'actualité de notre industrie. Et pour célébrer ce 40e épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir un grand homme, autant par sa stature que par ses valeurs humaines. Il est président chez Unipièces OIM, M. Claude Zalac. Bon podcast. Bonjour Claude. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Je sais que tu es nerveux un petit peu. Là, tu vas voir si ça va bien aller. Ouais. Le podcast commence toujours de la même façon. Fait que, comment est-ce que tout ça a commencé pour toi? Bien, je vais te dire, ça a commencé je suis né en 1957. OK. Je pense que ça a commencé en 1960. Oh my God, t'étais jeune? Ah oui, j'ai commencé jeune. Mais écoute, les cadeaux que je recevais de mon père, c'était toujours des garages de mécanique. À l'époque, c'était comme en métal avec des petits tanks à gaz, puis des autos, puis des choses, faire des routes. Fait que ma passion, c'est les Dinky Toys puis tout ça à l'époque. Là, déjà, là, c'était ça. Déjà, c'était ça. Ouais, puis je pense souvent ça commence jeune à ce point-là. Puis, mais réellement, c'est en 76 de mémoire, je voulais acheter une auto. Fait qu'il y a un de mes amis qui m'a présenté un wholesaler dans l'ouest de Montréal. Fait que j'ai acheté un beau station wagon, un Ford LTD 1974 avec du bois sur le côté. Oh my God! Puis avec des bancs en vinyle, des grands bancs bruns, là, tu sais. Pas de ceinture de sécurité, pas d'airbag. Oui, il y en avait, mais on s'en servait pas. C'était pas nécessaire, à l'époque, là, tu sais. Fait que ça a commencé. Puis j'ai gardé l'auto, je l'ai vendu peut-être 5-6 mois plus tard. Je suis retourné voir la personne qui s'appelait Johnny pour acheter une autre auto. Puis là, il m'a dit, pourquoi tu vends pas des autos? Fait que j'ai décidé de vendre des autos. Fait que j'ai commencé à acheter des autos, puis j'ai appris à faire du body, de la mécanique, puis j'avais un bas de duplex à Côte-des-Neiges. Fait que je rentrais les autos, je faisais le body en premier, puis je tombais sur mécanique, je faisais des têtes de moteur, je faisais beaucoup de réparations, mais à l'époque, écoute, ma peinture elle venait de chez Canadian Tire. Fait que j'avais une grosse canne de primer gris, une grosse canne de primer rouge. J'adore ça. Puis avec les codes de couleur, j'allais chez Canadian Tire, puis j'achetais des fois 5, 6, 7, 8 canettes de peinture dépendant. Il fallait que je fasse toutes les bas de porte. Puis à cette époque-là, t'avais les Monte Carlo 75, 76, puis t'enlevais les mouleurs chromés en bas, c'était tout rouillé. Oui, fait que c'était pas des véhicules. Puis à un moment donné, je suis devenu le gars des station wagons, parce que je restais justement à Côte-des-Neiges, puis il y a beaucoup d'autres sailors, ils savaient que j'aimais les station wagons, parce que ça se vendait facilement. Fait que j'achetais beaucoup de station wagons, puis j'allais chez Henry Seatcover, poser des toits en vinyle sur des véhicules. Puis je suis devenu un spécialiste du striping, parce que dans ce temps-là, on mettait des grosses moulures, je faisais des pinstripes à grandeur. Je me souviens une fois, j'avais une Firebird que j'ai virée en Trans-Am. J'ai commencé en début de soirée, puis j'ai fini à 3 h du matin pour la striper comme une Trans-Am avec une photo. Ben, fait que, tu me dis beaucoup d'informations, mais t'as quel âge à ce moment-là? Ben écoute, 77, 78, j'ai 20, 21 ans. Puis là, tu fais déjà ça, t'as appris ça par ce monsieur-là qui vendait ouais, des ben autos. lui, il en réparait déjà. Fait que souvent, il me disait, OK, comment faire, comment réparer. Puis la seule chose, c'est que j'avais pas appris à faire de la tôle ou du fiberglass. Là. Fait que je travaillais au plastique, au poté. Fait que je faisais mon plastique, puis je ne vais pas donner tous mes trucs, mais quand il y avait des gros trous, je mettais du papier journal. Je mettais mon plastique. Puis, je vais te dire, il y a des portes qui prenaient 4-5 livres quand j'avais fini avec. Là, vrai? Oh, oui, ben oui. Puis, quand je finissais de peinturer à canette, c'est fini, t'as pas pareil, tu sais. Fait que il fallait que je fiume un peu pour que ça apparaisse. Mais j'étais bon, j'étais vraiment bon à faire ça. Puis, les autos, puis les voisins venaient me voir, puis ils disaient, l'auto est rendue comme une auto neuve. Puis,
Fait que j'y vendais peut-être 50-60 autos par année. Puis j'allais... il y avait l'encan à Ville-Saint-Pierre, qui est encore là. Mais il y avait un autre encan qu'on appelait la petite encan du mardi, qui s'appelait chez Morty, qui était chez Plaza. Le concessionnaire qui était à côté de Parkway. Fait que là, t'avais des autos moins chères. Fait que j'allais là le mardi, le mercredi, la grosse encan. Fait que je travaillais... T'es achetais là ou ouais, tu vendais tes affaires? Non, j'achetais. Okay. Puis je travaillais sur la bande d'un gars, un wholesaler, là, qui avait un bande, qui me chargeait 50$ du SV8 pour acheter des véhicules. Puis, fait que j'ai fait ça pendant bien des années. Puis en même temps, dans la même période, je suis devenu agent d'immeuble. Je travaillais à Dorman les fins de semaine à l'hôtel Iroquois. Fait que je faisais beaucoup de choses en même temps. Puis j'ai travaillé aussi pour Donald Donald. À partir de Pink Floyd, il y a eu des shows au Stade olympique. Il y a eu Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd. Fait que j'ai commencé à travailler Donald Donald pendant plusieurs années au Forum. Sécurité. Puis j'ai parti à une agence de sécurité avec un de mes amis. Puis on faisait tous les shows d'André Ménard à Place des Nations, qui est devenu celui qui a parti le festival du jazz. Fait que je faisais beaucoup de choses un petit peu workaholic. Fait que je faisais tout ça en même temps. Puis j'ai eu d'autres affaires de fun aussi. Puis en 80, il y a eu le combat de boxe de Sugar Ray Leonard. Mon frère travaillait au stade. Fait que quand il y avait des événements, souvent, il m'invitait à aller travailler là. Puis je me suis occupé de Sugar Ray Leonard pendant 2 semaines. J'étais au Hyatt Regency, puis Roberto Duran, il était l'autre bord de la rue au Bonaventure. Fait que pendant 2 semaines, c'est moi qui s'occupais de Sugar Ray Leonard pour l'amener s'entraîner, puis l'amener un peu partout. Comme son chauffeur? Son chauffeur. J'avais non, bodyguard, il n'avait pas de besoin. OK, je sais pas. Mais non, il était... Puis il y avait toute son équipe, il y avait son frère, son entraîneur, James Morton, Angelo Dundee, qui était là. Puis le premier matin, il me demande d'aller s'entraîner, puis il voulait aller courir en face du stade olympique, parce qu'il aimait un grand parc, puis il avait gagné les Olympiques en 1976. Fait que j'arrive avec la vanne, je tourne sur le terrain, puis je vois qu'il y a du monde, je fais pas de cas. Puis là, je reçois un coup en arrière de l'épaule, puis go, now, leave now. Puis c'était Duran qui avait décidé d'aller courir là. Fait qu'il fallait que je parte parce qu'il fallait pas qu'ils se rencontrent, ces deux-là. Fait que je l'ai amené sur le parc Avenue Mont-Royal. Fait qu'il courait à la montagne. Fait que, puis le soir du combat, c'est moi qui tenais les câbles pour les filles en check round. J'étais en habit avec un tuxedo. Puis, T'as-tu des photos de ça? Ouais, j'ai des photos. Je vais te les envoyer. Fait que c'est moi qui tenais les câbles. Les filles passaient avec les numéros en check round. Là. Puis c'est le fun. J'avais passé 2 semaines avec lui. Puis le Sugary était assis de ce côté-là, du round-là. Puis des fois, Sugary, il me regardait, puis il y avait un bon round, puis il faisait ça de même. J'ai passé 2 semaines avec. Fait que c'est ça. Puis j'ai fait, à un moment donné, je pense en 82, j'ai eu la magnifique idée d'ouvrir un lave-auto au complexe de la Cité. Écoute, j'étais au 6e sous-sol. Il y avait pratiquement pas personne qui venait là. Et je chargeais 7$ pour laver une auto, mais moi, j'étais dans le detailing. J'étais un perfectionniste. L'auto, le monde achetait leur auto, était comme flambant neuve, mais c'était pas payant. C'est passé 1h30 à laver une auto. Pour 6$. Ah, pour 7$, tu sais, fait que c'était ça. Puis, écoute, en 84, j'ai comme pogné, je vais dire les vrais termes, un écœur en titre, parce que je réparais les autos dans mon sous-sol de duplex. Puis quand je montais en haut chez nous, ça sentait tout le temps le primer, la potée, puis j'étais comme tanné de faire ça. Fait que je passais à d'autres choses, puis entre-temps, j'ai eu la chance de Mark Hamilton, pendant l'entremise de mon frère, m'a appelé, puis parce qu'il montait une pièce de théâtre qui s'appelait J'ai un bon deal. Fait que j'ai participé à la pièce de théâtre. Fait qu'on a joué à Granby pendant 1 mois. On a joué à Polonaise pendant 3 mois. Ah, parce que t'es musicien aussi. Là. Oui, mais oui, je suis musicien depuis longtemps. Tu sais, tu faisais l'événementiel avec ton frère, comme mettons Dorman ou je sais pas de quoi, mais t'as toujours eu la passion de la musique aussi, là. Oui. Mais ça, la musique, ça a commencé en 71. J'étais à Place Versailles. J'avais 14 ans. Puis Place Versailles, à l'époque, pour un gars de 14 ans, c'était la place pour aller rencontrer des filles. Les centres d'achat, c'était ça dans le temps. C'est des centres d'achat sur les téléphones. Fait que c'était vraiment ça. Non, mais c'était vraiment ça. Puis je suis sorti puis j'ai un ami qui m'a envoyé une photo de ça. Parce que je me rappelle de tout ça, puis il m'a envoyé la vraie photo de ça. Je suis sorti dehors, puis sur le bord de la rue, il y avait une plateforme, puis il y avait un groupe qui s'appelait Morgan Rush,
avec son guitariste Frank Marino, puis il jouait du Jimi Hendrix. Puis c'était le premier anniversaire de la mort à Jimi Hendrix. Fait que j'étais à 10 pieds de lui, puis là, Puis là, j'ai appelé mon père, il m'a acheté une guitare, puis ça a commencé comme ça, tu sais. Fait que c'est ma deuxième passion avec l'automobile, là. Fait que c'est ça. Puis en 84, c'est ça, j'ai joué au théâtre avec Mac Hamilton. Fait que j'ai eu bien du fun. Mais là, t'as passé une audition. Tu fais comment, tu sais, pour... tu sais qu'ils vont jouer là, mais tu veux aller passer j'en ai passé une, mais on était 10 dans la troupe. Puis, comme je te dis, on a joué à la polonaise. On a passé à Michel Jasmin. Wow. À l'émission de Michel Jasmin. J'ai encore les images de ça. C'était un petit peu spécial. Puis, en même temps, j'ai un de mes amis qui m'a appelé. Puis, pour partir un autre genre de business. Fait qu'il m'a appelé en début 84. Lui, il avait vu dans Gazette, pas dans Gazette, dans New York Star, qu'il échangeait 2 cassettes Atari, Coleco et télévision, livrées à la maison pour 15$. Fait qu'on a décidé de faire ça. Fait que Serge, il était au téléphone, prendre des appels. Fait qu'on a mis des annonces dans la Gazette, Journal de Montréal. Puis avant ça, j'avais eu une autre période avec Serge, parce que l'or avait monté à la fin des années 70. Je suis perdue, Claude, je m'excuse. C'est trop d'informations. C'est trop d'informations en même temps. Attends, là, c'est quoi Atari? C'est quoi cette affaire-là? Ben, je vais te conter ça, mais juste une parenthèse, c'est que Serge, c'est le gars qui m'avait présenté l'Wholesaler. C'est un gars, on a tout été du monde d'affaires. On cherchait des affaires. Puis, fin des années 70, l'or avait monté à 900$ l'once. Fait que moi, j'avais une annonce dans la Gazette. Je m'appelais Mr. Gold is Buying. J'allais chez le monde acheter de l'or. Mais le même gars m'a rappelé en début 84. OK. Puis, il avait vu ça qu'à New York, tu pouvais faire une business avec ça. Fait qu'on a annoncé dans la Gazette Journal de Montréal les cassettes à Coleco, Atari et télévision, échangé 2 pour 15$ à la maison. Fait que lui, il était au téléphone, moi, j'étais sur la route. Puis après 2 mois, on se faisait 1000$ clairs par semaine, à l'époque, en 84. Fait qu'on a ouvert un petit magasin. Le petit magasin est devenu un gros magasin. Puis en 88, j'ai fait 8,3 millions de chiffre d'affaires, puis j'étais rendu à 12 magasins. Excuse-moi. À partir avec 500$ qu'on a parti ça. Ben voyons. Ouais, on a parti ça avec 500$. Puis la Coleco puis Intellivision avait fait faillite. Fait que là, je rachetais je faisais toutes les distributions consommateurs, les Morgan, Sears, name it. Les grandes surfaces de J'achetais tout leur stock à 25 cents dans la pièce parce qu'il n'y avait plus le droit de le vendre. Là, tout le monde avait des machines, il n'y avait plus de place à aller. Puis ça s'appelait Centre Vidéojeux et Ordinateur. Fait que là, je suis devenu la place pour acheter, puis on faisait de la location de jeux. Puis je me souviens, une fois, j'étais allé à New York, j'avais des distributeurs à New York, que j'achetais beaucoup à New York, des gros entrepôts, puis là, je trouvais toutes sortes de jeux, puis j'avais acheté, à un moment donné, 7000 cassettes en télévision à New York, dans un fournisseur, à 25 cents chaque. Puis je vendais ça 9,95, 11,95, 12. C'était. Oh my God, c'est quoi le pourcentage de profit? Ah, c'était malade. C'est fou. C'était malade. Puis en 88, j'étais chez une marge de crédit pour acheter mon associé. Puis la marge de crédit, ce que ça a fait, c'est là j'étais distributeur de Nintendo. Puis Nintendo, quand il est rentré au Québec, Mattel m'a mis distributeur de Nintendo. J'avais Sega, j'avais Atari. Puis, par contre, Nintendo, c'est moi qui fournissais, c'était Club Price, ça s'appelait pas Costco à l'époque. Fait que tout le monde passait par moi. Ça s'appelait Club Price. J'ai pas entendu ça. Ouais, puis, fait que je fournissais tout le monde en Nintendo, sauf que les cassettes comme Super Mario me coûtaient 48$. Puis, je vais te parler d'automobile après, mais Super Mario... Mais ça fait partie de toi. C'est important de le dire. C'est ma vie, là, tu sais. Ben oui. Super Mario me coûtait 48$. J'avais un escompte, évidemment, parce que j'étais fournisseur. Puis nous autres, on le vendait 79,95. Mais là, tous les magasins Canadian Tire, puis tous ces magasins-là, ils mettaient comme des loss leaders pour faire rentrer le client au magasin à 54,95. Fait qu'en 89, mon bilan 88, c'était pas bon. Parce que mes cassettes à 25 cents que je vendais à 15$, c'était plus ça, là, tu sais. Je faisais ça. Fait que là, la banque m'a appelé. Puis, fait que je suis passé à d'autres choses. Je suis retourné dans l'automobile. Puis en 92, mon père m'a appelé, puis mon père, il était naturopathe, puis il voulait sauver la planète, puis il a inventé toutes sortes d'affaires, il a inventé un produit mettre dans le gaz dans les années 70 pour sauver du gaz, parce que ça avait monté, puis il était un peu, tu sais, il veut sauver la planète, l'environnement, puis tout. C'est important pour lui. Ouais, c'était bien important pour lui. Puis, il m'appelle, puis il y a un produit qui s'appelle Purifiner, c'est des fils de différentes grosseurs que tu installes sur les camions, puis tu n'as plus besoin de changer l'huile.
Fait que tu as un filtre à 40 microns, tu as un évaporateur. Fait qu'on a pris ça en charge, on a acheté de l'inventaire. Et puis, on a commencé à vendre ça. J'ai installé ça chez Robert Transport, Poste Canada, les Parcs Canada, Parc Forillon. J'allais installer ça en Gaspésie. Ah, oui. Puis, on cherchait un partner. Fait qu'on a on a loué une salle au Sheraton. Puis, il y a quelqu'un qui est venu, il y avait un paquet de monde, ils sont venus, là, peut-être 20-25 personnes par intérêt, puis il y a un gars qui s'appelle Jim Little qui a décidé d'embarquer avec nous autres. Fait qu'on a parti ça. Sauf qui, lui? Jim Little, lui, son père, il avait une compagnie qui s'appelait Batterie électrique, je pense, dans l'ouest de Montréal. OK. Puis, lui, il était déjà dans l'automobile. Fait qu'il a décidé d'embarquer avec nous autres. Fait qu'on a commencé à vendre ça, puis on a fait beaucoup d'installations. Puis, mais ça n'a pas vraiment levé, ça n'a pas... Puis là... L'idée était bonne, par exemple? Là? Ben oui, l'idée était bonne. Ah, c'était vraiment de sauver beaucoup de changements d'huile. Ça allait avec les valeurs de ton père au niveau de l'environnement, puis tout ça. Là, ça rejoint l'idée, était super bonne. Puis peut-être qu'aujourd'hui, ça marcherait, je sais pas. Ben probablement, parce qu'on est encore dans l'environnement, même à cette époque-là. Là, c'était déjà ça, tu sais. Puis lui, il est passé à d'autres choses. Puis à un moment donné, il m'a rappelé en fin 93, puis il était rendu sur une compagnie qui s'appelle First Part Group, qui est devenue Avantage. Fait que là, il m'a appelé, puis il m'a offert d'aller travailler pour lui. Fait que je suis allé. Je m'occupais de la Rive-Nord de Montréal, puis il y avait des représentants à Québec, puis tout ça. Fait que j'ai travaillé là jusqu'en janvier 96. Puis là, vous faisiez ce que vous faites chez Unipièce, puis ce que Avantage fait, c'était eux étaient là avant moi, tu sais. Fait qu'il y avait déjà un setup de représentants puis de concessionnaires. Puis il y avait déjà Fix Auto, était déjà là à l'époque. Okay. Il a commencé en 93. Puis dans cette période-là, c'était Jean Delisle qui avait parti Fix Auto. Puis il y avait Daniel Fauteux qui s'occupait du groupement d'achat. Puis c'est moi qui s'occupait du groupement d'achat avec Daniel Fauteux. Par contre, dans la compagnie, il y avait quelqu'un qui avait décidé qu'il voulait être le grand Manitou. J'ai marqué Austin Power dans mes notes. Mais moi, j'ai pas mal tout été à mon compte, puis de vivre ça dans une entreprise, ça me tentait pas. Okay. Fait que je suis parti en janvier 96. Puis Jim Little aussi était parti avant ça. Okay. Puis là, dans 96, j'ai un de mes amis qui est beaucoup dans tout ce qui est produit allemand, tout ça. Fait que là, il m'a offert d'aller vendre de l'équipement c'était des bancs où c'était installé ça dans les garages. Puis en rentrant avec l'auto, ça calibrait automatiquement les freins, puis l'alignement des véhicules. Fait que j'ai essayé de vendre ça pendant une période, c'était pas évident. T'as aimé ça? Ben, c'était vraiment difficile parce que ça venait d'Allemagne, c'était dispendieux. Okay. Puis c'était un peu un concept innovateur. Puis sinon, c'était difficile à vendre. Mais t'es bon, par exemple, parce que tu es souvent dans la vente, puis c'est challengeant de vendre des choses, là, de... Ben, quand... Tu sais, là-dedans, il y a une passion, là, tu sais. J'aime les nouvelles idées, j'aime ça, trouver des choses. Tu sais, je t'ai oublié de te mentionner, mais en janvier 78, j'étais en Floride. J'ajoute une revue qui s'appelle Auto Trader. Puis là, ça n'existe pas à Montréal. Fait que je reviens à Montréal, je vais voir mon père. Fait que mon père, il me présente un homme d'affaires qui dit « J'aime ça, j'embarque avec toi, je vais te backer pour 20 000 $. Fait que là, je commence à travailler là-dessus. Puis là, j'ai fait mon logo. J'avais appelé ça Photomobile, PH apostrophe Automobile. Oui, c'était pas Auto-Hebdo, mais Photomobile. Et je disais ça à tous mes chums, tu sais, je partais ce business-là, puis tout. Puis j'avais dit à mes amis, j'ai dit, pour ma première revue, je vais appeler du monde qui ont des autos dans le Journal de Montréal, ou Montréal Matin, peut-être, dans le temps, pour mettre leur annonce gratuitement dans ma revue. Fait qu'on arrive une couple de mois plus tard, puis là, j'ai un de mes amis je rencontre un de mes amis, puis il me dit « Hey, ça marche ta revue, j'ai reçu un appel pour mettre mon annonce. » Mais c'était pas moi. Fait que c'était Auto-Hebdo qui commençait, puis j'ai encore le premier exemplaire quelque part en juin 78. Je pense qu'il y avait 12 ou 16 pages. C'est la première revue d'Auto-Hebdo. Puis le gars qui me backait quand j'y ai dit ça, il a dit « OK, on va le laisser aller, puis on verra. » t'sais. Fait qu'Auto-Hebdo, c'est rendu assez gros. Fait que de toucher à quelque chose
l'équipement que ce gars-là, l'équipement allemand, c'était un autre challenge. J'aime ça. J'aime partir des affaires. J'aime ça, avoir des idées. Puis souvent, moi, je travaille la nuit. Je me réveille avec des idées la nuit, puis c'est des vraies idées. T'es visionnaire, là. T'es capable c'est pas, oui. je sais pas, c'est ma nature. J'ai été entouré d'hommes d'affaires quand j'étais jeune, mon père et tout ça. Mais c'est souvent des idées, puis la seule chose, il faut pas que je me rende homme, parce que le lendemain, je m'en souviens pas, mais j'ai comme un pad, un crayon à côté de mon bureau. Fait que je marque ça. Il y a trop d'idées, c'est ça. Hein? Non, mais ça m'arrive souvent. Donc, je vais être comme ça. Mais attends une minute, je vais juste te poser une question, parce que tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit, j'étais entouré d'hommes d'affaires quand j'ai grandi. Ouais. Ton père était naturopathe. Mais mon père, il est parti, il avait un magasin d'aliments naturels. Il était impliqué dans plusieurs choses. Il faisait il a travaillé beaucoup pour guérir le cancer. Il était avec, ça s'appelait Mick Norton Foundation aux États-Unis. Okay. Après ça, il a travaillé avec un médecin de Sherbrooke qui s'appelait Gaston Nassens avec un autre produit. Puis, écoute, il a traité de Jerry Boulet. Mais il était trop tard. Ouais. Il a traité beaucoup de patients, puis c'était un homme d'affaires. Johnny, il s'appelait Johnny Perron, décédé aujourd'hui, c'est sûr. Puis lui, c'était le wholesaler qui je travaillais. Puis j'ai passé beaucoup d'années avec lui. Puis c'était un gars qui était extrêmement drôle, extrêmement positif. Puis j'ai eu bien du fun avec. Puis on allait chez tous les concessionnaires. Dans le temps, il n'y avait pas, c'était GM Ford Chrysler, tu sais, ça retourne dans ce temps-là. Honda, puis tout ça, c'était pas encore vraiment là. Fait qu'on allait acheter des autos chez Harold Cummings, chez Dupree, chez Parkway, un peu partout sur la route. Puis, fait qu'on a bien du fun. Puis, le chum à ma mère à l'époque, lui ici, il y avait une flotte de taxis. Fait que j'étais entouré de toutes sortes de monde comme ça. T'sais. Fait que tu as vu plein d'adultes partir des projets, faire des grandes choses. J'ai grandi là-dedans. J'ai grandi là-dedans. Fait que c'était un peu. Ça a fait ce que c'est ma nature. Ben oui. Ouais. Puis, on m'a dit, je pense, fin 96, début 97, Jim Little, qui était dans Purifiner, quand il est parti de First Part Group, il est parti d'une compagnie qui s'appelait Contact-toi. Okay. Contact-toi, c'est l'équivalent de First Part Group qui est devenu Avantage. Puis il m'a appelé, puis il m'a offert de racheter pour pas beaucoup d'argent. Sa compagnie, fait qu'il y avait un territoire à Montréal puis Laval-Rive-Nord. Okay. Fait que j'ai dit OK. Fait que le 1er mars 97, je trouve que j'ai changé de nom. Le nom, je l'ai eu dans la nuit aussi. Je me suis réveillé le matin avec une pièce. C'est une autre idée de tes visions nocturnes. Ça m'arrive, c'est pas de ma faute. Une bulle à quelque part. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai racheté le territoire, puis le représentant sur Laval-Rive-Nord s'appelait Robert Cadieux. Fait qu'on est devenus partners. On avait Laval-Rive-Nord puis Montréal. Okay. Fait qu'on a parti, après ça, on a ouvert la Rive-Sud, puis le fait que j'avais été chez First Part Group, je trouvais que c'était mon opinion, qu'il y avait plus à faire d'un genre de concept-là que, je vais te dire les vrais mots, de juste avoir une entente avec une bannière ou quoi que ce soit. Fait que quand j'ai parti, j'ai décidé que ça serait pas comme ça, que j'étais pour vraiment donner du service. Puis en plus, j'étais underdog, là, tu sais. On avait 15 concessionnaires Laval-Rive-Nord, on a 326 aujourd'hui au Québec, là. On est à travers le Canada. Mais il fallait que j'en fasse plus, puis comme je cherche tout le temps à améliorer puis à faire de quoi de plus, c'est de même qu'Unipièce a été bâti, tu sais. Puis en 98 de mémoire, non, j'ai commencé avec iCar aussi. Fait que tous les cours de formation iCar, les meetings à l'époque se faisaient au GA avec Claude Lapointe, Marcel Martel, il y avait Michel Fournier, Denis Barriot, Sylvain Lavallée était là. Fait qu'on Normand Laurando, fait qu'on j'ai fait pendant jusqu'à 2005, je pense que quand c'est l'AIA qui était chercher ça. Fait que j'ai été beaucoup dans iCar. Puis qu'est-ce que tu faisais chez iCar? Je m'impliquais avec mes représentants, mais surtout c'est que il y avait pas d'internet commençait, mais c'était pas on n'était pas à la même place, tu sais. Fait que ma job avec mes représentants, c'est que à chaque fois qu'ils faisaient des nouveaux cours, moi, j'allais à Saint-Hyacinthe, puis j'allais voir Lise Lemoine, qui était la secrétaire à Lucien Paris, je pense, à l'époque. Puis Lise Lemoine, elle m'imprimait toutes les listes de cours. L'ICAR qui était à venir. Fait que je ramenais ça à mes représentants. Puis nous autres, on allait
de porte à porte d'une carrosserie pour leur dire, OK, t'as un cours de steering ou t'as un cours de suspension, de toutes les cours qui se donnaient à l'époque. Fait que j'ai été beaucoup, beaucoup impliqué à ce niveau-là. Puis dès le départ, on faisait du remplacement de pièces similaires, on en faisait déjà. C'est des cas isolés. Je me souviens, à un moment donné, il y a un carrossier qui m'appelle de Saint-Eustache. Il y a un client, ils ont réparé un Cadillac, puis l'assureur veut poser un hood de remplacement similaire, puis le client veut pas. Fait que là, j'ai appelé mon concessionnaire. Mon concessionnaire, il a fait un bon prix pour qu'il puisse installer la pièce d'origine. À côté le prix, mettons? À côté le prix, ce qui est match de price aujourd'hui, Collision Link, puis Parts Bridge. Puis, fait que déjà, à l'époque, on le faisait déjà, tu sais. Puis je me suis aperçu rapidement aussi, parce qu'en 98, j'avais des ententes avec Jocelyn Desjans, Procolor à l'époque, qui est décédé aujourd'hui, puis Steve Girard, qui était chez Autopro. Puis Steve, c'est moi qui ai présenté Sylvain Lavallée à Steve Girard, puis après ça, Philippe Fugère. Puis on avait fait un événement qui s'appelait Maroc aux pièces. Fait que c'est moi puis Robert Cadieux qu'on avait introduit ces gars-là qui sont devenus des partenaires pendant longtemps. C'est quoi Maroc aux pièces? Maroc aux pièces, c'est une promotion qu'on avait faite. Puis Robert Cadieux avait des bons contacts avec Maroc Airlines, je sais pas trop. Fait qu'on avait fait une promotion pour donner des coupons de tirage puis amener les clients au Maroc, faire un voyage au Maroc. Puis c'est là que toute cette team-là s'est formée, de Philippe Fugère. Puis c'est là que c'est arrivé. Fait que dès en 98, ça s'est fait, ça faisait comme un an qu'on était en affaires. Puis j'ai réalisé déjà là que mon client, c'est le carrossier. C'est lui, mon client, c'est pour personne d'autre, puis c'est lui qu'il faut que je m'occupe, tu sais. Puis au bureau, j'ai fait faire une affiche, puis c'est marqué « Un carrossier, c'est comme ta femme, si tu t'en occupes pas, quelqu'un d'autre va le faire. » Mais c'est vraiment ça, vraiment, vraiment ça, tu sais. Fait qu'on a monté une pièce, j'ai monté une pièce comme ça, avec Robert pendant une période. Après ça, on a séparé. Lui, il est parti à une autre compagnie aussi dans le même genre. Fait que j'ai monté une pièce comme ça. Là, t'es seul à ce moment-là, au moment où tu te sépares, tu pars. Ouais, tu continues à partir de 2005, seul. À partir de 2005, là, je suis seul dans la compagnie. Okay. L'autre événement majeur, c'est en juillet, je suis bon dans les dates, mais en juillet 2006, Jacques Lavigne m'appelle. Il est chez. C'est qui, Jacques Lavigne? Ben, c'est lui qui est parti Projet. OK. Fait que Jacques Lavigne m'appelle. À l'époque, il était avec ING. C'était pas encore devenu intact. Fait que j'étais allé le rencontrer. Puis là, il m'avait expliqué qu'il y avait un projet qui est devenu AOS Vision. Puis AOS Vision est devenu Projet. AOS Vision, c'était A pour ARPAC, O pour OIM, puis S pour similaire. Ça s'appelait de même au début. Ça se regroupait. Ouais, ben c'était le début de Projet. Fait qu'il m'a appelé pour... parce qu'il partait ça. Fait qu'il voulait avoir un fournisseur de pièces. Évidemment, mon compétiteur aussi faisait partie de ça. Mm-hmm. Mais le projet a parti réellement en décembre 2008. Fait qu'en décembre 2008, on était la seule compagnie projet pilote qui s'est faite dans la région de Trois-Rivières. Fait qu'on a été 6 mois en projet pilote avec Projet AOS Vision. Puis ING. Fait que c'est le départ de Projet. Mais là, t'es pas seul là, à ce moment-là. Non, c'était juste le projet pilote. Après ça, ils ont embarqué mon compétiteur. Non, mais toi, dans Unipièce, t'es plus seul. Là, oui, je suis seul. T'es encore seul? Oh non, je suis seul. C'est belle, OK. Ouais. Non, je suis seul, puis ça a été le départ de Projet. Puis l'autre événement qui est arrivé en 2012, Jacques Lavigne, puis il voulait que je le rencontre, il était avec Louis Héroux. Fait que je m'en m'asseoir avec. Puis là, il me dit, on aimerait ça que tu ouvres l'Ontario. C'est qui Louis Héroux? Louis Héroux, il était, je pense, VP chez Intact. Il a pris sa retraite aujourd'hui. OK. Fait que, il me demande d'ouvrir Unipièce, Uniparts, en Ontario. À ce moment-là, ça me tente pas tant que ça. Okay. Parce que c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages d'ouvrir ça. Puis c'est drôle parce qu'au gala, j'ai rencontré Bernard Péloquin. Puis Bernard Péloquin, il a fait partie un peu du projet. Puis à cette époque-là, parce que Bernard Péloquin, c'est lui qui avait ouvert Fix Auto en Ontario. Puis il a travaillé fort, puis pendant plusieurs années. Puis fait que là, Jacques me demande ça, puis je dis OK, c'est beau, je vais le faire. Puis il m'appelle 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, puis
je suis toujours pas sur ce dossier-là, vraiment, tu sais. T'en as déjà pas mal à faire, là, parce que là, t'es dans ton... Oui, mais c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages, parce que, écoute, j'en ai fait de la route, là. Tu sais, à Gaspésie, je sais pas combien de fois je suis allé, à Saguenay, puis, tu sais, je rentre chez un concessionnaire, puis c'est comme j'arrivais chez nous, là. Je suis tellement habitué de faire ça. Puis, j'ai dû visiter 700-800 concessionnaires pour en avoir 326 aujourd'hui. Puis là, on est rendu en février ou mars 2013. Puis là, il y a pas une pression, mais ils veulent savoir parce que le problème qu'il y avait, c'est qu'en Ontario, il y avait juste un fournisseur. Okay. Puis ça fonctionnait pas. Okay. Parce que les carrossiers, ils disent, moi, je vais avoir un choix de dealer Ford, je vais avoir un choix, tu sais, si je vais avoir un concessionnaire Toyota, je vais pas être obligé d'acheter tout le temps dans le même. Fait que c'était normal, puis c'est normal qu'il y ait 2 fournisseurs aussi. Oui. Parce que sinon, ça fonctionnerait pas. C'est comme dans tout, là, je veux dire. Ben oui, parce que s'il y avait juste un des deux, ça prenait 2 fournisseurs, puis je comprends ça, là, tu sais, puis la compétition, j'ai jamais eu de problème avec ça. Puis, fait que finalement, la pression, puis j'avais engagé Bernard Péloquin. Okay. Pour préparer le projet. Fait que Bernard, il était venu, j'ai rencontré à plusieurs reprises, puis là, avec je pense que c'est MapQuest, puis là, j'avais toutes les carrosseries, tous les concessionnaires, j'étais comme prêt à faire feu, mais, tu sais, la semaine prochaine, tentais pas. Fait que, mais là, la pression, fait que là, j'appelle Bernard, puis j'offre la job à Bernard. Fait que je dis Bernard, parce que je savais qu'il était plus chez Fix. J'ai dit Bernard, ça te tente-tu de partir Uniparts? Fait qu'il dit non. Il dit been there, done that. Il dit je recommence pas ça. Ils appellent Mike Kaplaniak. Il vient de partir de chez Fix Auto. Fait que j'appelle Mike. On se rencontre à Toronto. Ça clique tout de suite, moi puis lui. Puis là, ben, je lui demande c'est quoi la raison du départ. Puis il m'explique, lui aussi, il avait un conflit avec quelqu'un chez Fix Auto. Fait qu'il est parti en janvier 2013. Fait qu'on s'est entendu tout de suite. On a signé une entente ensemble. Puis il est devenu le directeur en Ontario de Uniparts. Puis, histoire vraie, la semaine d'après, je m'en vais faire la formation avec lui, parce que j'en ai fait beaucoup. Par contre, lui, il connaissait déjà ça, parce que chez Fix Auto, il faisait déjà affaire avec Avantage. Fait qu'on arrive dans un concessionnaire de mémoire qui s'appelait Markham Ford. Fait que, puis je parle bien anglais. Fait que là, je suis assis avec Mike, puis je parle au DG. Puis après 5 minutes, le DG, il me regarde plus, il me parle plus, il parle juste avec Mike. Fait que je suis sorti dehors, j'ai dit à Mike, j'ai dit, I think you're gonna have to do it. Fait qu'il dit, no problem. Fait que c'est tout Mike qui a développé l'Ontario, l'Alberta. Pourquoi tu regardes plus? Probablement parce que j'étais un gars du Québec. Fait que le DG de Toronto parlait juste avec Mike. Puis c'est moi qui faisais le pitch pour montrer à Mike. Mais au bout de 5 minutes, le gars, il me parle plus puis il me regarde plus. Il parle juste avec Mike. Fait que quand je suis sorti, je disais à Mike, il va falloir que tu le fasses. Il dit, non, pas de problème. Fait qu'il en a hérité malgré lui. Oui, mais il est bon. Il est vraiment bon. Puis, écoute, il a ouvert l'Alberta puis la Colombie-Britannique. Fait que c'est encore lui qui fait ça aujourd'hui? Oui. Puis, une couple d'années après, j'ai donné des actions non votantes. Puis après ça, j'ai donné 49% des parts. Oh my God! Puis en 2021, j'ai vendu le reste de mes actions. Mais dans Unipièce, j'ai Kingston, Cornwall, Pembroke, Ottawa, Hawkesbury. Ça fait encore partie d'Unipièce. Puis lui, il y a le reste en avait à Toronto jusqu'à Vancouver. C'est tout lui que ça y appartient. C'est à lui qui est président de Uniparts, puis il fait une belle job. Il était impliqué. Il était pendant je sais pas combien d'années au CCIF. Il est vraiment... Puis toutes nos ententes, c'est des ententes nationales. Beaucoup d'ententes nationales. Il y a beaucoup d'ententes des CSN, c'est à Toronto. Il y a beaucoup de... Fait que c'est important que ce soit encore... on est toujours relié, c'est relié. Toutes les ententes, faut qu'elles soient respectées de part et d'autre. Si on fait une entente, on se parle. Puis on décide, on y va pas. Fait que c'est vraiment... c'est comme la même compagnie. Sauf là, Unipièce ici au Québec, là, je veux dire, t'es plus tout seul, là, t'as toute une équipe en arrière de toi, là. Ben, sérieusement, tu sais, je suis un fanatique. Je suis un perfectionniste, je suis un fanatique du service. Puis, il y a des... Pour moi, là, j'étais en mode 9 à 1 tout le temps. Puis tous mes représentants, la plupart, ils étaient directeurs de pièces. Ils ont tous beaucoup d'expérience dans les pièces. Okay. Fait que j'ai pas de c'est vraiment tout du monde de l'industrie qui connaissent bien ça. Qui représente maintenant une pièce. Oui, puis si
j'imagine, même chose que moi, si t'es directeur de pièces, c'est parce que t'aimes ça. T'aimes l'automobile. Fait qu'il y a une passion, à travers de toute mon équipe, il y a une passion qui est là, tu sais. Quand Guy Lescarbot s'est envenu chez nous en 2016, ben, c'était un autre passionné à puissance 1000, tu sais. Puis là, depuis un an et demi, Anne Bellan qui est avec moi, c'est incroyable le travail qu'elle fait. Puis écoute, il y a rien, elle voit tout, il n'y a rien qui passe. Elle gère beaucoup, puis je suis content parce que ça a fait 30 ans cette année. Là, fait que je voulais un petit peu prendre ça plus relax. Puis avec Anne, puis Guy, puis toute l'équipe, j'ai Patrick au bureau aussi, qui s'occupe du département de BO avec son équipe. Fait que c'est vraiment, là, j'ai vraiment une bonne équipe. Tu as été capable de bien t'entourer, là, tu sais, au moment où tu as travaillé beaucoup, mais au moment où toi, tu as envie de ralentir ou tu as besoin de ralentir, c'est important de savoir à qui distribuer les tâches puis de bien s'entourer pour que ton entreprise perdure aussi, là. Bien, c'est important. Oui, tu as tes représentants, mais ta job administrative, là, c'est ton service au bureau est aussi important que le service que tu vas avoir sur le terrain. Ben écoute, j'ai Guylaine, mon adjointe, j'ai Sylvie à comptabilité qui gère ça parce que c'est pas simple parce que quand ça a pris de l'ampleur, tu sais, nous autres, on donne des ristournes aux carrossiers. Tu sais, on a Progy, on est fournisseur de Progy. Fait qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Des rapports de vente à pu finir. 326 concessionnaires à chaque mois, les rapports de vente, ils rentrent. Fait que j'ai vraiment une bonne équipe. Au bureau, Patrick, ben il y a Sam puis Noémie au BO qui travaillent ensemble, tu sais. Puis les BO, là, je vais te dire, parce que la seule chose qui va faire que le véhicule ne sortira pas, c'est les pièces d'origine. En principe, c'est tout le temps ça qui bloque, parce que c'est ça qui est backorder. Puis même si c'est un vieux véhicule, puis ils vont aller en pièces similaires au recyclé, s'ils les ont pas, ils reviennent vers nous autres. Et je pense que la plus belle job qu'on fait, c'est vraiment au niveau des backorders. Puis mais c'est un service clé en main parce écoute, on trouve des pièces à Toronto, à Québec, un peu partout. Le carrossier est à Montréal, il connaît pas le dealer le connaît pas. On gère tout, on met la pièce de côté, on s'assure que le paiement est fait. On a de l'escompte. Souvent, le carrossier va avoir de l'escompte, un dealer qui ne retournera jamais, tu sais. Puis on s'occupe beaucoup de la livraison. Parce que si c'est des panneaux, des choses comme ça, les concessionnaires ne veulent pas livrer. Ils ne veulent pas livrer, ils ne veulent pas shipper. Ils ne veulent pas payer de frais de transport. Puis des fois, souvent, les pièces peuvent être endommagées. Fait qu'on fait beaucoup d'handling de pièces avec toute l'équipe parce qu'on a 10 personnes sur la route au Québec. J'ai 3 autres camions, j'ai des livreurs. C'est des personnes à la retraite. Aux besoins qu'on a besoin, qu'on appelle. Il n'y a pas longtemps, tu allé chercher un quarter panel à Toronto pour un carrossier à Montréal, puis no charge. On est juste allé le chercher. Fait que je pense que c'est ça qui est vraiment important. Un des meilleurs services, puis les recherches de PSBO. On pourrait se dire que tous nos concessionnaires sont bons, nos concessionnaires. Mais on n'a pas le choix de s'impliquer, tu sais. Fait qu'on pourrait se dire, notre concessionnaire GM, il devrait aller voir lui-même où la pièce, puis aller la chercher. Puis ce qu'on entend souvent, s'il va chercher d'un autre concessionnaire, il paye cost plus 10, il faut qu'il aille la chercher lui-même. Fait que on fait, tu sais, la plus grosse année, c'est en 2022. On a fait 24 000 recherches de pièces, puis on a trouvé 8 000. Puis la plupart 8 000, c'est livré. On va les porter directement chez le carrossier. Fait que ça, c'est pas mal notre marque de commerce. Puis on a créé un portail aussi. Les carrossiers peuvent aller voir le dossier, les recherches qu'on a faites. Si on a cherché 5 pièces, on a trouvé 2, on les a trouvées où, c'était quoi le délai. Puis fait que c'est vraiment bien performant. Puis dans le COVID, c'est devenu intense, les pièces. C'est une question que je voulais te poser. Dans le COVID, là. C'était fou, là. Ouais, c'était vraiment fou. Puis c'est là qu'on a travaillé le plus fort au niveau des pièces BO. Tu sais, dans les 12 animaux, on a cherché à peu près 10 700 pièces. Puis notre ratio 49, quasiment 50% de trouver les pièces. Fait que je pense que c'est vraiment une belle job. Mais il y a d'autres idées. J'étais chez un carrossier, je veux dire en 2013. J'étais un petit peu fanatique de date, là, tu sais. Puis je suis un carrossier à Gatineau. Fait qu'il me demande si je peux ramener une pièce chez son concessionnaire. Puis en même temps, dans Progy, il venait d'activer les retours de pièces. Fait que dans Progy, ça veut dire que le carrossier pouvait aller dans Progy puis faire son retour de pièces chez le concessionnaire. Mais le concessionnaire, il créditait pas la pièce.
parce que tant qu'il l'a pas vu. Ouais. Fait que si le carrossier faisait son crédit d'empauger le lundi matin, il n'y avait pas la pièce, ça n'en occupait pas. Fait que je suis un carrossier à Gatineau, puis il me demande de ramener une pièce. Finalement, on s'en va en arrière. Il y a un rack plein de poussière, il passe la gonne. Fait qu'il me donne 6 morceaux. Puis un morceau, il dit, ça, c'était dealer Volvo à Montréal. C'était ton compétiteur. Je dis, non, de moi, là, je vais y aller, tu sais. Fait que je suis embarqué dans mon camion. Je me dis, faut qu'on fasse ça à temps plein. Fait que là, j'ai fait faire des pattes de retour de pièces. Fait que on fait toute l'équipe, on fait ça, aller chercher des pièces. Puis souvent, c'est comme un GM, peut-être pas nécessaire parce que le gars commande régulièrement, mais quand tu tombes dans du Volvo, des pièces comme ça, tu sais que le gars, il en fait pas tant que ça, là, tu sais. Fait que c'est important de faire ça pour accélérer les crédits de pièces au carrossier, tu sais. Puis, je donne, toutes les bannières, les assureurs donnent une garantie à vie. On a laissé ça fait des années que je fais ça, je donne une garantie à vie. C'est rare que j'en ai. Mais il va y avoir des cas, exemple, une grille qui est installée puis qui est chippée, puis là, je veux pas que tout le monde m'appelle demain parce qu'ils ont 42 pièces à faire remplacer. mais c'est vraiment de donner du service, mais où on s'implique, ça, tu trouves ça drôle, hein? Parce que c'est pas toi qui paye. Effectivement, oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment, ce qu'on fait, c'est on prend ça en charge. Fait qu'on va voir le concessionnaire, puis des fois, il y a des rappels, ces pièces. Fait que des fois, ça ne nous coûte rien parce qu'il y a un rappel sur la pièce. Mais des fois, on dit, OK, on va la payer. Fait faut que ça soit acheté dans un de nos concessionnaires. Puis les remplacements de pièces similaires, comme je te dis, on fait ça depuis le début. Mais à Star Collisioning, Partridge, le match price, c'est sûr qu'on est là-dedans beaucoup là, pour remplacer les pièces similaires avec des pièces d'origine. C'est le service exponentiel, là, ça n'a pas d'allure. C'est que, tu sais, ce que t'aimes, c'est le service puis la qualité du service, mais là, t'amènes ça à un autre niveau, ça n'a pas de sens. Ben, tu sais, j'ai inventé à un moment donné un bouton orange que, malheureusement, j'en ai 1200 au bureau. Si quelqu'un veut faire du marché aux puces, j'en ai 1200 au bureau. Puis je vais te dire de où ça vient. Comme tes cassettes Atari, là. Ouais, ben j'ai un concessionnaire avec le représentant. Puis je pense que j'étais à Québec. Puis là, je lui demande comment que ça va avec une e-pièce. Fait qu'il me dit, le gérant de pièce, il dit, j'ai eu de la misère avec un de tes clients. Fait que je dis, pourquoi tu nous as pas appelé? Ben, j'avais pas ton numéro. Fait que je suis sorti dehors. Puis je me souviens, j'étais avec mon représentant de Québec. Je suis sorti dehors, puis j'ai dit, ça se peut pas que ça arrive. Il dit, faut qu'il puisse nous rejoindre en tout temps. Fait que là, on a eu l'idée, puis là, je n'ai parlé avec Mike, fait qu'à Toronto. Fait que là, on a décidé de faire un bouton où puis on l'a réellement fait. J'ai fait faire le moule. J'ai fait une erreur de design. Fait que ça ressemble un peu à un détecteur de fumée. OK. Sauf que moi, je l'ai fait arrondi, puis c'est vraiment une erreur de design. Puis les boards en dedans, c'est comme un disque plate. Puis la distance entre le board puis le dessus du casing faisait que des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Mais tous les boutons qui sont au bureau sont déjà préprogrammés parce qu'on les a fait programmer. Fait que on a 1200 boutons, il y avait 1200 carrossiers au Québec qui auraient reçu un bouton. Puis aussitôt qu'ils touchaient au bouton, en dedans de 7-8 secondes, mon représentant, il recevait un message texte, rappelez Roger à Carrosserie Beaupré. Puis avec le numéro de téléphone, il fait rappeler, puis 10 secondes au téléphone avec. Impossible que tu sois pas capable de le modifier, ben, je peux plus le modifier avec ce moule-là. Puis le gars qui a fait le moule, là, c'est une grosse entreprise à Boisbriand, puis il me l'a dit, parce qu'un moule, tu peux creuser, je vais dire, là, mais tu peux pas le ramener. Fait qu'il aurait fallu que je le refasse faire. Puis là, on s'est dit... papier journal. Ouais, c'est ça, ou de la laine d'acier. Je mettais de la laine d'acier aussi. Fait que c'était une autre idée de fou. Puis c'était ça le concept, c'est que le carrossier puisse se rejoindre. Tu sais, parce que quand il y a une urgence, il y a une urgence. Puis même dans le temps, on avait des Padgett. Puis les Padgett, je pense après 10 numéros, ça s'est fait 10 messages. Puis je disais à mes représentants, je dis, faut te rappeler tout de suite. T'attends pas 1 heure, 2 heures. Quand il appelle, il y a quelque chose qui marche pas, puis il faut l'arranger tout de suite, là. Et 2 heures plus tard, il est dans un autre dossier, il s'en souvient pas, tu sais. Fait que l'idée du bouton, c'était ça. Fait que... Mais là, aujourd'hui, c'est plus facile, là, ça. Jamais je crée quelqu'un pas capable de il y a d'autres, il y a des technologies avec les téléphones, il y a des barcodes, c'est plus facile on n'est plus là. Les boutons orange sont dépassés, là. Fait que j'ai du plastique à vendre. D'après moi, ils peuvent le recycler, là. Peut-être, mais je les ai encore. Ils sont beaux. Ils sont orange. Marque une pièce dessus. Prends une photo, on va l'ajouter au montage, ça va être drôle. Puis quoi d'autre?
Tu as un nouveau service. Remboursement de courtoisie. Oui. Puis il y a une affaire que je veux te parler aussi après. Là, c'est ton nouvelle affaire que tu as créée. Là, Ah, ça, c'est pièce urbaine. Oui, c'est ça. Fait que parle-moi de ton remboursement de courtoisie puis de ça. Puis après ça, on n'aura plus de temps, mais OK, si parfait. tu veux faire ça vite. Bon, remboursement de courtoisie, c'est que ça arrive rarement, mais ça arrive qu'exemple, j'ai un carrossier qui m'appelle le jeudi puis qui me dit j'ai commandé une pièce lundi puis je l'ai pas reçue. Puis moi, j'appelle le département des pièces, puis soit le gérant ou le commis, il dit je l'ai oublié. Puis ce que je voulais pas, c'est que, parce qu'il y a des carrossiers, des fois, juste pour une erreur comme ça, vont changer de concessionnaire. Fait que je voulais pas perdre mes clients. Fait que on a mis ça en place aussi. C'est rare que ça arrive parce qu'on a un service assez impeccable. Je pense qu'on a des meilleurs concessionnaires au Québec, les meilleures équipes, les meilleurs représentants. On est tout le temps sur la route. Fait que l'idée de ça, ben, c'est qu'on rembourse de 5 jours de courtoisie à 30$ par jour pour une erreur comme ça. Fait qu'on en paye rarement, mais ça arrive. C'est rare qu'il y a des erreurs. Il y a la possibilité de... Ben, c'est comme une garantie. C'est une garantie de service pour notre client. Je veux pas qu'il y ait des glitches. Je veux que ça soit clé en main là, d'un bout à l'autre. Puis il faut vraiment que ça soit impeccable. Puis, sérieusement, toute mon équipe, là, on a souvent des meetings le lundi matin, là, puis l'atmosphère, c'est comme dans le Canadien de Montréal. C'est comme l'équipe de hockey. Là. Oui. Ouais, c'est vraiment, vraiment hot. Mais pièce aubaine. Écoute, pièce aubaine, c'est encore à force d'entendre sur la route, parce que les concessionnaires, les retours de pièces là, pour les concessionnaires, c'est souvent pesant. Là, c'est les coûts de transport. Ouais. Là, OK, l'essence, là, il y a beaucoup de concessionnaires, les frais de transport ils ont augmenté. Ils n'ont pas des grosses marges, les concessionnaires, parce que les escomptes qui sont sur la route, les ristournes, tout ça, puis ils n'ont pas des grosses marges. Mais là, l'autre problème, c'est les retours de pièces. Puis on a des appels des fois. Parce qu'il y a un job qui a été cancellé. Le véhicule ne sera pas réparé. Fait que là, on retourne toutes les pièces. Puis à cette heure, c'est plus des headlamps à 225$. Ça, fait que ça monte vite. Fait qu'il y a des concessionnaires, des fois, qui disent les retours de pièces, c'est l'enfer. Puis quand ils font leur inventaire, ben ils ont des pièces qui peuvent pas tourner. Puis ça, j'ai vu ça souvent depuis 30 ans, qu'ils font souvent leur inventaire en novembre, puis là, il arrive, il y a 20, 25, 30 000$ de pièces qui peuvent pas tourner. C'est pas toujours du fast-moving qui vont passer la semaine d'après, tu sais. Ouais. Fait qu'ils sont pris avec. J'ai des concessionnaires qui les jettent. On dit, j'ai pas de place. Fait qu'ils jettent des pièces. Carrément dans les poubelles, là, tu sais. Fait que j'ai dit, faut faire de quoi avec ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai créé Pièce Urbaine. C'est un Kijiji. C'est un mélange d'auto-hebdo puis Kijiji. Ça veut dire que Kijiji dans le sens que on est juste le portail pour faire la transaction. Okay. C'est-à-dire que les concessionnaires mettent, mettons, il y a des concessionnaires qui ont mis 40, 60 pièces là-dessus à vendre. Puis avec les photos, la description, si l'emballage est là, pas d'emballage. Puis le prix, ça j'y tenais beaucoup, c'est que, puis ça a passé, c'est que le prix est toujours à 50% du prix de liste. C'est important parce que les carrossiers ont déjà des escomptes 20-25%. Fait qu'il fallait qu'il y ait un attrait pour que les carrossiers achètent cette pièce-là à 50%. Puis le concessionnaire veut s'en débarrasser. Fait qu'il a mis à 50% que des jetés aux poubelles. Mm-hmm. Fait que c'est ça l'idée. Puis la recherche, ça ressemble plus à auto-hebdo. Fait que tu peux chercher par modèle de véhicule, par année, tu peux mettre la description. Si tu fais une erreur, ça va, mettons, tu marques bumper avec un N, ça corrige en même temps. Tu peux mettre le numéro de pièce. Fait que tu peux faire tes recherches pour aller sortir toutes tes pièces. Puis là, présentement, au début, c'était juste concessionnaire. Puis là, en faisant le tour, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de carrossiers qui ont des pièces à vendre. Fait que là, tu as des carrossiers qui vendent des pièces, tu as des concessionnaires qui vendent des pièces là-dessus. Puis, il y a aucun frais cette année. C'est un start-up. Fait que cette année, j'ai aucun frais pour mettre des annonces là-dedans. Ouais. Parce qu'il faut que, je mette de la viande, il faut que j'aille beaucoup de pièces, puis pas juste 500-600 pièces. Il faut qu'il y ait du contenu aussi. Ben, il faut qu'il y ait du contenu. Puis, j'ai l'intention l'année prochaine d'aller grand public. Faire bouger ça. Au mois de mai, le site va être en anglais, c'est bargainparts.ca. Fait que Mike va mettre ses 240 concessionnaires là-dessus. Je pense qu'il y a 900 carrossiers qui desservent. Fait qu'on va aller faire la même chose de l'autre côté pour le mettre
qu'il y ait beaucoup, beaucoup de pièces, là, que tu trouves tes pièces. Ouais. Fait que, puis c'est ça. Puis la transaction se passe entre l'acheteur, entre le carrossier ou le client et le vendeur, concessionnaire ou carrossier. Fait qu'ils font une transaction entre eux autres, comme Kijiji. Fait que tu communiques directement, puis tu achètes la pièce, puis ça arrange la livraison ou d'aller le chercher. Puis, ça peut-tu être un peu n'importe qui achète ou c'est vraiment. Mais pour l'instant, on est juste. Là, on est juste on n'approche pas d'autre chose. Là, j'ai rencontré. Là, j'ai mis des annonces pour engager quelqu'un à temps plein pour faire de la route juste pour ça. Okay. Parce que mes représentants ils ont beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Fait ils en ont fait beaucoup, mais c'est demandant de faire juste ça. Ben oui. Puis le gros problème que j'ai pour ça, au niveau des concessionnaires, on a commencé à les approcher à l'automne, puis là, ils tombent dans la période des pneus. Ils n'ont pas le temps. Puis là, ils sont encore dans la période des pneus, fait qu'ils n'ont pas le temps encore. Fait que ça me prend quelqu'un, puis on offre le service aussi au bureau de le faire pour le concessionnaire. Mais il faut qu'ils se donnent la peine de nous envoyer, il faut qu'ils prennent des photos, il faut qu'ils nous envoient tout ça. Là. Ça demande quand même une gestion à l'interne. Ouais. Mais j'ai l'équipe pour le faire. Puis c'est ça, l'année prochaine, je veux aller grand public, puis le faire monter. Fait que c'est une autre idée de fou que j'ai. Ton père qui avait la fibre environnementale, il serait fier de toi, là, au lieu de voir les pièces qui sont jetées ou recyclées. Ouais, ça, c'est incroyable, ouais. Ben oui, on peut les revendre à rabais, mais au moins, on les jette pas. Ouais. Okay. Ben, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter rapidement? Ben, t'as vu, j'ai un paquet de feuilles. Oui. Il faut pas que j'oublie rien, mais... Je pense qu'on a fait le tour. On va faire le tour. On regarde ça rapidement. Là. Non, je pense pas. Écoute, c'est vraiment... Non, je pense pas. C'est vraiment... Moi, je voulais juste souligner la force que tu as de transmettre ta culture d'entreprise. Tu sais, ça t'a demandé du courage au moment où tu étais dans une entreprise, que ça te rejoignait pas, d'être capable de dire, hey, tu sais quoi, ça me rejoint pas, puis il y a quelque chose qui fait que ça me dit d'aller ailleurs, tu sais, de ramasser ton courage, de partir de ton côté par toi-même, puis d'être capable aujourd'hui d'avoir été jusqu'au bout de cette idée-là, puis de transmettre ta culture à toute ton équipe, puis de savoir bien t'entourer. Tu sais, tes meetings que tu dis que c'est le fun, que vous avez du fun ensemble, tout le monde, là, ça part de toi. Là. Fait que, tu vois, les lundis matins, des fois, on part. Tu peux pas aller chez un carrossier à 8 h le lundi matin. Non. C'est pas le temps, là, tu sais. Fait que les lundis, c'est ça qu'on fait. On est au bureau, mais à part ceux qui sont en Québec, là, Maxime, Alain, mais souvent, Alain Guichard, José, toute mon équipe, Paul, Martin, Mac, sont souvent au bureau. Puis des fois, on parle de n'importe quoi. Là, t'sais. On a juste du fun, on fait juste rire. Puis là, tout le monde s'en va, puis s'en va sur la route, puis s'en va s'amuser à faire ça. Mais de dépanner du monde, là, à un moment donné, je vais te conter une anecdote. Ça fait plusieurs années de ça. Je suis au Scotiabank Center. Je pense que ça s'appelle même plus comme ça à Ottawa. Puis il est comme 1h l'après-midi. Puis j'ai un carrossier qui m'appelle à Saint-Jérôme. Il a besoin d'un jet pour les lave-vitres pour un Mitsubishi Lancer 2006, ou je me souviens pas à l'époque. Okay. Pour livrer son véhicule. Il ne peut pas le livrer. Fait que j'appelle chez Rally Mitsubishi à Gatineau. Il est en stock. Fait que je rappelle pas le client. Je m'envoie chez Rally. Je paye le morceau 6$. Puis à 4h moins quart, je suis au carrossier, puis je donne, tu sais. Ben, voyons. Ça, c'est des affaires que c'est le fun de faire ça, d'arriver, puis de dépanner le carrossier, puis tu sais, c'est vraiment... Sauve tout. Ouais. C'est du voir la face, aussi. Et puis, pas rien que ça, c'est que le fait que toi, tu es capable de donner une qualité de service amène le même résultat pour cet entrepreneur-là, parce que lui aussi donne une qualité de service à son client, à l'assureur, à tout le monde. Fait que ton exigence de service à la clientèle qui est élevée donne des résultats à tout le monde. Là, c'est génial. Ben, tu sais, on parle souvent du temps de cycle. Le temps de cycle est important parce que c'est de l'argent. Le temps de cycle, bien évidemment, c'est des KPI chez les assureurs. Les carrossiers sont gagés là-dessus. Fait que on fait partie de l'équation, tu sais. Fait que c'est important puis comme je t'ai dit tantôt, quand la pièce est backorder, tu sais, si tu vas, exemple, chez LKQ, chez LKQ, c'est noir ou blanc. Ils l'ont ou ils l'ont pas. Fait qu'elle peut pas être backorder, tu sais. Fait que c'est nous autres, dans l'équation, qui fait la différence. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'on est les spécialistes du temps de cycle, mais c'est vraiment ça, parce qu'on réussit à souvent trouver des pièces. Mais tu sais, si j'ai un de mes représentants qui a un appel à midi moins quart un vendredi,
parce que là, la pièce, ils peuvent pas livrer, puis c'est sûr qu'il va se pitcher là-dessus, tu sais. Fait qu'on est vraiment... Il n'y a pas de limite. Je dis tout le temps à mon équipe, là, j'ai dit, si t'as un carrossier qui t'appelle, puis il va avoir un toaster à 12 tranches, trouve-y un, puis il va y porter, tu sais. 12 tranches! Ouais. Tu vois, ça n'existe pas. On va l'inventer. Merci, Claude, pour ta participation au podcast. Quoi? Woodstock. Ah oui. Rapidement, parce que ouais, OK. Le 20 août. Oui, le 20 août. Chez Cécile et Ramon. Ouais. Événement que tu as contacté la CCPQ en début de l'année pour dire j'aimerais ça, faire un événement avec vous autres, nanana. Puis moi, j'aime la musique, puis j'ai 2 passions. Puis là, on a dit, ben pourquoi pas, allons-y vers ça. Ouais. Veux-tu nous en parler un peu de ton style musical, du groupe, un peu des musiciens qui vont être là? Oui, bien écoute, c'est ma deuxième passion, mais j'étais un maniaque de Jimi Hendrix, puis Woodstock, Hendrix, puis j'avais l'idée de faire un show que j'ai commencé en 2011, puis on a fait le Club Soda à plusieurs reprises, on a fait Cécile Ramon à plusieurs reprises, des corpos, puis c'est 15 musiciens, puis on fait Janis, The Who, Sly and the Family Stone, Joe Cocker, on fait vraiment Woodstock, mais dans l'ordre, là, tu sais. Okay. Fait que, puis avec les costumes, puis les images, puis le patchouli. J'ai hâte de voir ça. Les bandeaux, puis les lunettes, puis les filles piquent des fleurs, tout ça. Fait que c'est vraiment un show bien le fun. Puis je voulais... c'est ma participation à CCPQ. Parce que je pense que vous faites vraiment une belle job. Puis on veut vous aider à promouvoir ça. Puis en même temps, je me fais un petit peu plaisir. Fait que, puis je pense qu'on a la moitié des billets qui sont vendus déjà. Là, fait qu'il y a juste 275 places. Ouais, moi aussi. Il n'en reste pas tant que ça. Là. Fait qu'il y a 275 places. Fait que là, on a expansionné ça parce que là, on a parlé, on peut amener des véhicules. Moi, j'ai des 2 vieilles Trans-Am que je vais emmener. Fait que s'il y en a qui veulent amener des véhicules, on va avoir un chapiteau, on va avoir des cocktails, puis des petites entrées. En fait, c'est qu'il y a, avant le souper spectacle, parce qu'il va y avoir un 5 à 7, fait qu'on commence ça vers 5 heures. Il va y avoir un chapiteau, fait qu'on va avoir des exposants aussi. Il y a des gens que je veux inviter à ce 5 à 7-là. Il va y avoir aussi l'exposition de véhicules et motos, là, parce que quand même, c'est les Ramon. C'est Harley-Davidson. Oui, c'est ça, c'est Harley-Davidson, mais c'est toute une installation aussi. Là, on a choisi cette place-là, puis c'est un endroit incroyable aussi. Là, ceux qui ne connaissent pas la Cécile et Ramon, il faut que vous veniez voir ça, là, c'est impressionnant. Ben, ça ressemble beaucoup, où ce qu'on va jouer, ça ressemble beaucoup à un hard rock. Ceux qui vont dans un hard rock aux États-Unis, là, avec des Harley puis des cadres partout. C'est fou, juste à l'autre toilette, ça m'a pris 20 minutes. S'il y a tellement d'affaires, c'est murs, puis d'affaires à découvrir, c'est incroyable. Fait que 5 à 7, souper spectacle vers 17h, puis après ça, 20h30. 20h30. Le spectacle va commencer, puis je pense qu'on va avoir bien du fun. Il y a des partenaires aussi, LKQ qui ont embarqué sans hésitation. Ingenex qui commandite le... Oui, puis on veut que tout le monde vienne costumer en hippie. Oui, c'est exact. C'est le concours de costumes, je vais te finir par le dire. Il y a quand même 3 bourses, 1 500 puis 250 $ qui vont être tirées. C'est l'Halloween au mois d'août. Ça va être incroyable. Il va faire beau, je suis sûre. Ça va être le fun. Le 20 août, c'est Woodstock, c'était quasiment les mêmes dates en 69. Là, fait que, je pense qu'on va avoir bien du fun. Oui, ça va être bien le fun. Fait que ça va être spécial d'avoir... Ben, 2 choses, d'avoir les 2 passions dans la même pièce. Mais, nous, on va te voir sur un autre angle aussi. Là, Claude Zalac, le musicien, ça va être spécial. J'essaie de jouer avec mes dents, un petit peu de misère. Non, mais ça va être une autre chose. Mais surtout aussi de jouer devant beaucoup de monde que je connais. Là, ça m'est jamais arrivé d'avoir autant de monde que ça que je connais. Moi, ça va être spécial. J'ai vu des vidéos, des courts bouts de toi qui joues la guitare, puis j'étais impressionnée. Vraiment. Pas pire. J'aime ça. Si jamais vous voulez acheter des billets, info@ccpq.ca ou contacter votre représentant Unipièce. Merci Claude encore une fois d'être venu sur le podcast puis de t'être livré comme ça à cœur ouvert sur le podcast. Je pense que les gens vont découvrir beaucoup de choses de toi qui ne connaissent pas. Puis surtout tes valeurs puis qui tu es. Là, merci pour tout ça. Ben, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis content, je suis un peu nerveux, mais là, ça a bien été. Bon. Super, ben merci. Merci beaucoup. Merci.